Est-ce que du coup, il y a des questions dans la salle pour les intervenants de ce matin? C'est toujours la première qui est la plus compliquée. Moi, j'en aurais une peut-être justement sur la dernière présentation, là, sur les outils multicritères. Donc, pour quantifier les effets, c'est soit sur la littérature, soit des avis d'experts. Est-ce que vous avez une idée dans chacune des filières quelle est la part relative de l'avis d'experts ou de la littérature en moyenne? Les micros devant vous. Ah, ouais, c'est bon. Alors, on a fait plusieurs points sur l'ensemble de nos filières et manifestement, on a l'impression d'avoir les mêmes trous dans la raquette, c'est-à-dire globalement sur tout ce qui va toucher au travail donc en élevage. Globalement, il y a assez peu de littérature sur le sujet et donc là, ça sera énormément d'infos qui proviendront d'expériences utilisateurs dans la mesure du possible. Pour le coup, il y a d'autres piliers sur lesquels on a beaucoup plus de connaissances donc disponibles. Je pense notamment au pilier environnement où il y a déjà énormément de littérature donc sur le sujet. Donc finalement, c'est assez disparate d'un pilier à un autre. Par contre, manifestement, les piliers qui sont les mieux documentés, c'est quasiment les mêmes dans les trois filières. Et les piliers qui sont les moins bien documentés, c'est quasiment les mêmes, quelles que soient les filières. Ce qui me faisait dire ça, c'est qu'on a vu rapidement un visuel sur l'élevage par paire des veaux avec un côté rouge sur la santé. Si on analyse la littérature, en fait, il n'y a pas d'effet sur la santé. C'est pareil. Donc, du coup, c'est voilà, pour voir quelle est de la littérature ou quel est de l'avis d'experts pour ne pas s'enfermer dans des choses qui ne sont pas démontrées. Du coup, peut-être une deuxième question. J'en profite parce que j'ai le micro. Ça vous permet de réfléchir à une question. Sur ces impacts, est-ce que c'est de comparer des situations A ou B ou plutôt d'un élevage une fois que c'est consolidé quand il est dans la transition? Parce que ce que vous sembliez dire très précisément, c'est que c'était bien évaluer l'effet de la transition plutôt que d'un système qui est comparé des élevages qui font comme ça ou comme ça. C'est différent de se dire je passe d'une situation A à une situation B. Alors pour le coup, c'est un peu ce qui se cachait derrière comparer des choses en situation optimisée. L'idée, c'est bien de comparer deux situations qui fonctionnent entre guillemets dans deux élevages différents. Donc toute la phase de transition n'est pas forcément traitée donc dans les outils. L'idée, c'est vraiment de bien comparer. Je prends un outil qui fonctionne avec tel système, tel type de logement, tel type de surface, etc. versus un autre système qui fonctionne avec un autre type de sol, une différent type de surface. Mais dans les deux cas, deux systèmes qui fonctionnent correctement sur le terrain. Exactement. D'accord, ok. D'accord. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y aurait des questions pour les intervenants de ce matin? Oui. Bonjour, sur les outils multicritères, est-ce que vous avez des indicateurs sur les attentes sociétales, l'image du changement de pratique sur la société, sur ces impacts-là? Est-ce que ça influence le modèle et les indicateurs? Alors, ça fait partie des discussions. Donc, pareil, je laisse bien sûr Béatrice et Oriane compléter ou modifier ce que je dis. Ça fait partie des discussions en fait en début de projet de venir intégrer un pilier dédié que aux attentes sociétales. En fait, la grosse difficulté qu'on avait, c'est par rapport à l'expérience utilisateur qu'on propose derrière donc aux éleveurs, c'est qu'il y avait énormément de redondance parce que finalement, l'attente sociétale, on va la retrouver aussi bien sur faut être respectueux de l'environnement, aussi bien sur il faut faire en sorte que l'éleveur puisse avoir des conditions de travail donc acceptables, avoir du bien-être animal. Donc finalement, on a considéré que de venir faire un pilier dédié aux attentes sociétales, ça n'avait pas forcément trop de sens, dans le sens où les attentes sociétales, elles sont saupoudrées à l'intérieur de chacun de nos piliers qui ont été présentés donc juste avant. Donc effectivement, les attentes sociétales étant très très fortes autour du bien-être animal, on va retrouver plus d'attentes sociétales au sein de ce pilier-là. Mais finalement, au vu des thématiques qui sont abordées dans l'ensemble des 4 ou 5 piliers dans nos 3 outils, finalement, les attentes sociétales sont représentées systématiquement au sein de ces outils-là. Donc c'est pour ça que les attentes sociétales ne sont pas affichées clairement au sein de l'outil, parce que finalement, elles le sont de manière implicite un peu partout. Bonjour, merci beaucoup pour les présentations. Moi, ma question, elle va sur comment on gère la mise en place des solutions optimisées à l'échelle de l'élevage et leur évaluation. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 fois la même solution mise en place dans 2 élevages différents et finalement des évaluations qui peuvent être totalement différentes sur ce qui ressort. Alors oui, effectivement. Donc ça, c'est typiquement ce qui a été évoqué donc, sur ma présentation, mais c'était également le cas sur les 2 autres présentations. C'est le fameux problème de la couleur orange. En gros, on sait qu'il y a certaines choses, quand elles sont mises en place, selon les conditions d'application, selon comment l'éleveur va venir piloter donc, la chose, finalement, on va pouvoir avoir des situations qui sont très très vertueuses ou moyennement vertueuses donc, chez certains et qui peuvent être très très dégradées ou moyennement dégradées donc, chez les autres. Donc ça, c'est pareil, ça fera probablement l'objet d'évolution dans l'outil, parce que finalement, on se rendra peut-être compte
que dans les fameux paramétrages que l'on peut prévoir à l'intérieur d'un levier, et ben finalement, on viendra peut-être rajouter des paramétrages supplémentaires en disant finalement, selon si vous avez beaucoup de temps à consacrer ou peu de temps à consacrer donc à votre élevage, et ben peut-être que potentiellement vous serez plutôt dans le rouge ou plutôt dans le vert. Mais actuellement, avec les connaissances disponibles, on vous met dans l'orange parce que finalement, selon comment ça va être appliqué ou selon le temps que vous allez y passer, vous pourrez avoir des résultats très différents. Oui, Romain, là-bas. Oui, bonjour, Pascal Ballet, agriculteur. Je me posais la question quand vous dites, par exemple, que le bien-être animal, c'est une attente sociétale très forte. Et l'idée au départ, c'était quand même de la factualiser, de la rendre concrète et de façon à ce qu'on puisse aller capter de la valeur, parce que le consommateur sera d'accord de payer plus cher. Et à travers les différents outils qu'on a pu voir ce matin, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on va concrétiser auprès de nos clients et auprès des consommateurs ce plus, ou comment on va pouvoir se différencier par rapport à l'importation dont parlait M. Châtelier au tout départ, qui vient nous concurrencer. Comment est-ce qu'on fait émerger et comment est-ce qu'on rend concret le bien-être animal auprès du consommateur avec la multiplication des outils? Est-ce qu'on ne va pas créer plutôt de la cacophonie? Comme ça, alors c'est une réponse un peu vague que je vais donner, mais pour moi, chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le gros souci, c'est qu'on manque d'informations pour justement faire des choix donc éclairés, donc auprès des éleveurs, et pour avoir une idée un peu plus précise de finalement l'impact que peut avoir, l'impact objectif, j'entends bien, l'impact objectif que peut avoir telle ou telle pratique, ou tel changement donc, de pratique sur finalement une vision un peu plus globale que uniquement une vision monothématique. Donc, je pense qu'il faut y aller donc, par étapes. Là, la première étape, jusqu'à été 2024, c'est bien de mettre à disposition donc, de cet outil-là. Et je pense que derrière, libre à chacun de prendre en main donc, cet outil et de l'utiliser ensuite pour justement mettre en place de la contractualisation, mettre en place des contrats, prévoir un étiquetage qui permette une meilleure lisibilité, etc., etc. Mais je pense que c'est assez compliqué juste déjà de faire une évaluation multicritère et que si on essaye de faire tous les chantiers de front, et finalement, ça peut faire vite un char d'assaut qui est dur à manœuvrer. Donc, je pense que ça fera partie des étapes qui arriveront peut-être selon comment seront utilisés les outils à l'avenir sur fin 2024, 2025 ou 2026. Je pense que c'est plus un travail de longue haleine, plus qu'une réponse immédiate avec les 3 outils qui sont proposés là. Pour moi, la question, elle se pose vraiment différemment si on s'adresse aux consommateurs ou si on s'adresse à la filière. Est-ce qu'on réfléchit au bien-être animal d'un point de vue consommateur ou d'un point de vue filière? Dans le sens où, comme je l'ai montré ou comme j'ai essayé de le montrer, la définition de la qualité par les consommateurs, elle va être complètement différente de celle des professionnels. Et du coup, elle est moins technique, elle est plus fondée sur des croyances, des représentations. Et en fait, c'est la même chose pour le bien-être animal. C'est-à-dire que ce qui va intéresser la filière et je pense les éleveurs et les agriculteurs, c'est du coup la prise en compte du bien-être animal d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Les consommateurs, en soi, ils ne sont pas experts des sujets. Donc pour eux, c'est très vague, c'est très flou, comment on calcule ça, comment on le prend en compte et tout. Et du coup, ils ont une vision beaucoup plus fondée sur leur propre expérience de la ruralité, sur ce qu'ils imaginent du bien-être animal, ils ont une représentation qui est très anthropomorphique, comme je le disais. Donc je pense que c'est 2 choses qui se réfléchissent, qui sont complémentaires, mais qui se réfléchissent avec à la fois des stratégies différentes et des méthodologies différentes les uns et les autres. Et du coup, le tout, c'est comment est-ce qu'on fait le pont entre ce qu'imaginent les techniciens et les ingénieurs et les chercheurs, etc., d'un point de vue technique, et comment est-ce qu'on passe l'information, quelle information on passe, comment est-ce qu'on la met en forme pour le consommateur. Du coup, voilà, c'est ça vraiment la liaison à réfléchir, je pense. Si je peux juste ajouter un petit mot là-dessus. Pour moi, il y a un public, enfin 2 publics en fait à différencier qui se recoupent évidemment. Il y a les citoyens, et donc quand on parle d'attente sociétale, on fait référence aux citoyens, et les consommateurs. Donc ça se recoupe, mais c'est pas tout à fait le même public. Et en ce qui concerne les attentes sociétales, je pense que c'est justement l'intérêt de faire évoluer les normes, où là, on va répondre aux attentes sociétales en améliorant les normes de protection et de bien-être des animaux. Et en ce qui concerne le consommateur,
Il peut y avoir cette partie aussi sur les normes, mais ça peut être aussi d'autres outils. Donc certains ont été mentionnés ici, mais je mentionnerai évidemment l'étiquette bien-être animal à laquelle on participe, et qui est un moyen de faire savoir par une étiquette le niveau de bien-être des produits et donc de répondre à cette demande-là. Hervé. Oui, un peu en écho aux échanges, quoi. Ce qu'a montré Justine, enfin si j'ai compris, c'est que le consommateur, il veut de l'information, mais il veut pratiquement la sienne, voilà. Mais il veut surtout avoir confiance dans l'information. Enfin, il faut qu'elle soit visible, qu'il la comprenne et qu'il ait confiance, quoi. Et en fait, il juge ses achats sur des critères qui sont très différents des critères plus objectifs sur l'impact économique, environnemental, etc., quoi. Et du coup, ma question, elle est, je ne sais pas si c'est possible de répondre, c'est dans les évolutions qu'on voit, et un peu la situation un peu plus mauvaise de la France par rapport à certains au moins de ses partenaires, pas tous, hein, mais par rapport à certains que tu as montré, c'est la situation, elle est due à des facteurs économiques, c'est-à-dire qu'on est mal positionné sur les segments de marché, les entreprises sont peut-être trop grandes, trop petites, mal placées, j'en sais rien, enfin bon voilà. Ou alors c'est des considérations non marchandes, c'est-à-dire on a des contraintes plus fortes environnementales, bien-être, tout ce qu'on veut, enfin j'en sais rien. Parce que du coup la réponse de la filière, et par rapport à ce que dit Pascal, va pas être tout à fait la même, quoi. Voilà. Et donc est-ce qu'on sait un peu ça, ou est-ce qu'il faut creuser cette question-là du positionnement de la filière française ou des filières avec des S, quoi. En 30 secondes. Non, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Non, je pense que ce que j'ai voulu aussi partager, c'est qu'il faut faire attention à la concurrence, c'est tout. Et il y a des pays qui sont prêts à nous offrir des produits à pas cher, non démarqués, qui vont satisfaire les acheteurs. Ce d'autant que les produits, c'est pas, on ne part pas du lait ou du porc, on parle de différents types de produits extrêmement segmentés et qui, au final, font la réalité d'un marché hyper complexe. Donc, ce qui est difficile, c'est d'ajouter, je dirais un coût, bon, comme tout ce qu'on a entendu, hein, à une filière qui, ensuite, ça va être splitté dans différents types de produits. Donc, en fait, ça va être concentré sur certains produits particulièrement. Quand on dit des augmentations de coûts, j'ai entendu 30%, etc. Attendez, c'est pas à diluer sur l'ensemble des kilos de porc. C'est à diluer sur certains morceaux qui vont être achetés par les consommateurs de ce produit qui attache une valeur ou un attribut à ça. Et en fait, ça peut conduire à des augmentations ciblées sur des produits qui sont nettement supérieurs à 30%. Parce que quand on fait du lait infantile et que les Chinois vous disent on s'en fout de ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Ça veut dire que quand vous avez 42% du lait qui quitte la France, ça veut dire que tous les efforts, il faut les diluer sur le marché domestique en situation concurrentielle. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fort que ce que j'ai cru entendre tout à l'heure, et qui rajoute à la complexité, pas pour ne rien faire, hein, c'est pas ça l'objectif, mais pour se dire que dans ce monde-là compliqué, il y a des acteurs qui sont toujours prêts à vous fournir sur tel produit un bien qui va correspondre à une demande sur laquelle il n'y a pas forcément, je dirais, de nécessité de lui attribuer une valeur complémentaire par le bien-être ou autre. Et voilà, donc c'est compliqué. Je ne pense pas que la France soit... Le problème de la France aujourd'hui, c'est plus un déficit productif qu'un coût de main-d'œuvre. En fait, on vend moins, on perd en compétition sur les marchés parce qu'on a un amont qui n'est pas au rendez-vous, pour plein de raisons qu'on connaît. Mais ce n'est pas parce que le coût de la main-d'œuvre, parce qu'on en a fait des tonnes en France sur le coût de la main-d'œuvre, qui est différent de l'Espagne, tout ça, on connaît. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit ça. C'est plus ça le problème. Le problème, c'est qu'on a une baisse de l'offre. Et quand on a une baisse de l'offre, on n'a pas de contraction des coûts fixes dans les abattoirs, etc. Et ce qu'on va découvrir très prochainement, c'est qu'on ne va pas refaire des abattoirs, c'est qu'on va en fermer pas mal. Donc ça va surajouter à nos dossiers de ce matin. Donc ouais, la question, elle est très importante. Est-ce qu'on sait des choses? Est-ce que c'est accepté de tous? Je ne pense pas. Voilà. Il n'y a pas de travaux définitifs sur ces questions qui sont en plus toujours en mouvement, parce que les rapports de coûts dans les filières ont énormément changé en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Ce qui était le coût du travail et moins le coût du travail. La Pologne, au départ, était très forte sur le coût du travail, le coût de la matière. Maintenant, c'est sur l'organisation, la massification.
et la capacité à diluer les coûts fixes. Donc, c'est évolutif dans le temps, quoi. Donc, c'est pas un dossier clos. On a encore le temps pour une ou deux questions. Moi, j'en aurais une sur, tu disais, Vincent, la déprise, la baisse du nombre d'éleveurs. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des initiatives, à ta connaissance, dans certains pays pour aider, stimuler l'installation de jeunes agriculteurs et qui permettent de contrer cette tendance? Ouais, non, tu as raison. Pas au Japon, parce que l'âge de moyen est de 65 ans. Donc en fait, on n'a pas une structure d'âge en fait de nos agriculteurs en France qui est si décalée que ça de la concurrence. En fait, le problème qu'on a, il n'est pas spécifiquement français. Il ne faudrait pas qu'on imagine que nos éleveurs sont très vieux par rapport à la concurrence. Non, pas du tout. En fait, on est comme les autres. Est-ce qu'il y a des expériences qui stimulent l'investissement et l'installation? C'est les pays qui gagnent de l'argent. Ça, en général, il n'y a pas besoin d'aide de l'État. Vous allez en Irlande en ce moment, les gens gagnent de l'argent. Donc, pour un éleveur, installer son gars ou sa fille, c'est assez simple à convaincre, hein, parce qu'il y a de l'argent qui rentre. En fait, c'est les systèmes économiques gagnants qui, quand même, sont très stimulants pour l'installation. Et tout ce qui est en dehors de ça, ça coûte très cher pour les États de compenser un déficit de compétitivité. Donc, je pense qu'il y a des pays, par exemple, pour les Pays-Bas, l'Irlande, les pays qui réussissent en élevage, ont des arguments économiques qui incitent les jeunes à y aller. Et puis les pays qui décrochent, surtout en élevage, les pays qui décrochent, ils décrochent dur. Et la dynamique, en fait, on n'arrive plus à amorcer parce qu'il faudrait trop d'argent public, parce que les investissements sont colossaux, surtout avec des taux d'intérêt à 4% aujourd'hui. Il faudrait trop d'argent public pour réamorcer la pompe, et on sait bien qu'on n'a pas l'argent public pour le faire. Donc en fait, le meilleur rempart à la non-installation, c'est la rentabilité de l'élevage. Bonjour, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une étude ou des études qui montrent la rentabilité, des parts de marché qu'on pourrait avoir en diminuant justement ce coût unitaire? La question sous-jacente, c'est est-ce que à faire moins cher, on gagnerait des parts de marché? Actuellement, non. Parce que les parts de marché, d'abord, on ne les a pas. Et parce qu'on n'a pas la production. Ce n'est pas une question de coût. En filière ovine, on peut baisser les coûts tant que vous voulez. On n'a rien à vendre. Donc, ce n'est pas par le canal des coûts, en fait. Après, en fait, c'est le canal, pour moi, c'est la jointure entre une production et un coût raisonnable. Enfin, raisonnable, entre guillemets. Mais non, on peut baisser les coûts. On baisse aujourd'hui les coûts de production dans les exploitations laitières. Est-ce qu'on va exporter plus de 42% du lait français sur le marché extérieur? La réponse est non. Donc, c'est pas ça le problème numéro un. Peut-être, ah oui, Jean-Louis, pour une dernière, peut-être, et puis ensuite. Non, je ne sais pas trop comment poser la question, mais tu disais, Vincent, c'est pour l'ensemble des panélistes, en fait, les pays qui réussissent en élevage, tu en as cité 2 ou 3, en fait, c'est des pays qui exportent. Et du coup, ils n'ont pas bâti leurs critères d'évaluation de performance de l'élevage sur des aspects purement environnementaux, purement bien-être animal. Et tu as montré que tu as dit rapidement dans ton exposé, tu as montré la courbe de l'Espagne, en disant oui, mais ils n'ont pas intégré encore les questions de conditions d'élevage et de bien-être animal, mais ils vont le faire. Et d'ailleurs, en Espagne, ça commence de plafonner la production. Et dans certains pays qui marchaient très bien, type l'Allemagne, la production diminue. Est-ce que c'est en partie lié à ces questions de bien-être animal ou il y a d'autres enjeux très forts? Enfin, aux Pays-Bas, on voit bien qu'il y a quand même les effets. Je veux dire, ils ont bluffé l'Europe pendant un certain nombre d'années. L'aspect azote leur retombe dessus. Il n'y a guère que les Irlandais qui ont l'air d'arriver avec leur système herbagé à avoir à la fois du bien-être animal, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent. Il faudrait aller voir de plus près, c'est pas toujours si sûr que ça. Des aspects environnementaux. Pareil, c'est pas si sûr que ça, mais en tout cas, il y a une bonne image, quoi. C'est le lait à l'herbe, c'est le green milk, et ils vendent ça partout dans le monde, quoi. Oui, ouais, d'accord. Enfin, ils habillent leurs produits par le green,
Mais les Irlandais sont très forts sur le marché mondial des produits laitiers, en l'occurrence, par le canal des coûts. C'est les meilleurs en prix de vente sur le marché mondial, en prix export. Donc oui, ils ont tout un discours, le greening, qui va avec, mais ce n'est pas par le greening qu'ils obtiennent un marché à l'export sur la Chine. Enfin, moi, je ne pense pas, en tout cas. Peut-être qu'il y a toujours des segments qui échappent à la règle générale. Mais je pense que c'est d'abord par les coûts. Les Espagnols, pourquoi est-ce qu'ils exportent de la viande porcine vers la Chine? C'est parce que c'est les meilleurs en coût de production, quand même, un peu. Alors, avec un coût de la main-d'œuvre qui est réduit, puis une très grande concentration de l'offre dans quelques régions. Donc, ils ont des effets de massification, puis d'orientation marché, qui font qu'ils arrivent à diluer. Est-ce que la problématique du bien-être environnemental, animal, joue là-dessus? Enfin, je ne connais pas suffisamment dans certaines filières, je ne vois pas où on accroche la question du bien-être animal aujourd'hui pour exporter davantage sur les marchés du grand export aujourd'hui. Je ne vois pas. Peut-être que je me trompe, mais parce qu'en fait, on vend des sommes de petits produits. On ne vend pas une filière. On vend de la poudre de lait infantile, on vend du fromage premier prix, on vend... voilà. Et en fait, à chaque fois, on se bagarre sur ce produit par rapport à une concurrence quand elle est forte. Et quand elle n'est pas forte, on peut peut-être ajouter un peu de plus-value. Et si je peux me permettre de rebondir là-dessus, si on parle d'export, pour le coup, les attentes sociétales, enfin les attentes des consommateurs en France et en Europe de manière générale ne sont pas du tout les mêmes que celles par rapport à la viande et à la production de produits carnés, ne sont pas du tout les mêmes que celles en Chine, en Inde. Et du coup, il faut aussi un peu cibler ces études-là de marché, mais aussi d'attente consommateur. Est-ce qu'on peut s'adresser à un consommateur de la classe moyenne chinoise comme à un consommateur français? C'est pas les mêmes questions. Et pour le coup, sur le bien-être animal, j'ai pas forcément été regarder ce qui se faisait dans les autres pays, d'un point de vue conso, mais je pense pas, ça m'étonnerait en tout cas que, par exemple, en Chine, ils se posent beaucoup la question du bien-être animal des animaux des produits carnés. Peut-être encore deux interventions, une ici et puis une... Oui. C'était ma question justement, de savoir s'il y avait un mouvement, alors sinon chinois, mais au moins européen, vers le bien-être animal, ou est-ce que c'est un sujet qui est pour l'instant sur lequel la France serait pionnière au regard de sa culture gastronomique, de son attachement aux bons produits, etc. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'il y a un mouvement européen, enfin, ou peut-être européen occidental en tout cas, là-dessus, ou est-ce qu'on le sait ou pas? Alors, si vous parlez en termes d'attente sociétale, je dirais qu'il y a un mouvement, c'est clair. Par exemple, si on prend l'initiative citoyenne européenne contre la fin des cages, pour la fin des cages, qui a été lancée en 2018 et qui a recueilli 1,4 million de signatures, c'était vraiment à l'échelle européenne. Il y a aussi des eurobaromètres qui sont faits par la Commission européenne, donc c'est des sondages en fait, qui évaluent l'opinion publique dans les États membres et qui font ressortir en fait des attentes sociétales très très fortes en matière de protection des animaux d'élevage. Ça dépasse largement les 90% dans la plupart des pays. Et bon, même si le dernier date un peu, il devrait y en avoir un autre qui sort très bientôt. Donc, en termes d'attente sociétale, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un mouvement à l'égard de tous les citoyens européens. Et après, en termes de production, là, je pense qu'on est aussi au niveau européen sur une marche en avant vers le bien-être animal. On le voit, il y a déjà plein de pratiques qui ont évolué dans d'autres pays. Il y a de nombreuses mesures nationales. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention. Il y a des mesures nationales plus strictes que la réglementation européenne qui ont été prises dans plein de pays différents. Par exemple, l'arrêt des exportations par l'Allemagne. Par exemple, l'interdiction de l'élevage de poules en cage dans d'autres pays. Donc voilà, il y a plein de mesures qui font que, oui, il y a des attentes en termes de bien-être animal et ça, c'est valable pour toute l'Union européenne. Et du coup, je vais un peu insister sur les questions de représentation, mais je pense que c'est un petit peu difficile d'avoir une échelle globale sur ces questions de représentation de bien-être animal, étant donné que les représentations d'un consommateur chinois ou burkinabé ou français sur ces questions-là vont être très différentes. Si on pose la question
même d'un point de vue des éleveurs, je ne suis pas sûre que les éleveurs français aient la même représentation du bien-être animal que des éleveurs d'Afrique de l'Ouest, que des éleveurs asiatiques. Donc, du coup, la question, elle se pose aussi, qu'est-ce que chaque consommateur dans les pays se représente du bien-être animal? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Voilà, je pense qu'il y a des études, enfin pour le coup, au sein du LID, j'ai pas trop creusé sur la question internationale. Je pense qu'il y a des études qui existent sur les représentations du bien-être animal, de l'élevage, etc., de manière générale, dans chaque ère culturelle en tout cas. Une dernière question et puis après on sera obligé d'arrêter. Oui, bonjour, donc Audrey de la démarche C'est qui le patron? J'ai une question plutôt par rapport aux consommateurs. Donc aujourd'hui, on vit un peu une crise du pouvoir d'achat et il y a plus en plus, l'augmentation des produits MDD continue d'augmenter. Donc on commence aussi un peu à niveler par le bas parfois les pratiques agricoles. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un manque de moyens concrets, vraiment très concrets, comme par exemple pour faire évoluer l'offre et la demande en même temps et ne pas régresser? Je vais prendre l'exemple de la filière bio, où aujourd'hui, elle subit quand même une crise. Il y a eu des agriculteurs qui ont fait évoluer leurs pratiques agricoles, qui reviennent en arrière parce que justement, il n'y a pas de demande en face. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un manque de moyens aussi, que ce soit pour mettre au niveau des programmes éducatifs, pédagogiques, des enfants, pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'est l'élevage et éviter tous les tabous, comme tous les schémas qu'on a vus, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas encore montrable aux consommateurs, alors que c'est une réalité terrain. Bon, je me lance, j'ai pas beaucoup à apporter pour cette réponse, si ce n'est que j'en profite pour glisser qu'à la Fondation Droit Animal Éthique et Sciences, on travaille justement sur l'éducation des jeunes, alors pas spécialement sur l'élevage, mais plutôt sur la connaissance des animaux. Et savoir ce qu'on a dans son assiette et savoir d'où ça vient, ça fait partie des choses importantes à savoir. Donc évidemment, nous, on s'intéresse plus largement aux animaux en général et pas uniquement aux animaux d'élevage, mais ça en fait partie, évidemment. Et à ce titre, on organise un colloque au mois de décembre sur justement l'éducation aux animaux pour les enfants, notamment par le biais de l'éducation nationale. Et bien sûr, vous êtes tous priés de venir si vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est un élément important parce que, évidemment, les enfants sont les consommateurs de demain. Donc, il y a sûrement des moyens à mettre en œuvre, mais bon, après, ça dépasse un peu mes compétences. Il y avait plusieurs questions dans votre remarque, donc je suis un peu perdu, mais je prends ce qui m'intéresse. L'élasticité de la consommation par rapport au niveau des prix. Alors, d'abord, c'est très étudié en ce moment, hein. Il y a beaucoup d'études très intéressantes de France Agrimaire et compagnie qui sont capables de vous relier sur un axe l'effet du niveau de consommation par rapport à l'inflation. Par exemple, un des produits qui a beaucoup augmenté, le steak haché, 20% d'augmentation de prix, il n'a pas du tout évolué en volume, il n'a pas perdu. Donc il est faux, par exemple, de dire massivement que l'inflation conduit de facto à une baisse de consommation. En fait, c'est hyper compliqué parce qu'il y a des produits pour lesquels vous avez 10% d'inflation, ça va complètement décrocher. Des produits pour lesquels vous avez 20% d'inflation, en fait, les gens vont quand même s'accrocher parce que l'inflation est basée sur un produit qui a peu de valeur au départ. Et ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on ait, encore une fois, une vision trop agrégée des choses. En fait, c'est une multiplicité de produits, de prix et de consommateurs avec beaucoup de S derrière qui font la réalité d'un marché in fine. Alors, il y a une chose qui est rassurante, c'est qu'en France, les 20% de Français qui sont les plus riches acceptent encore de dépenser une partie de leur budget qui est plus gras que les autres pour manger. Ça, c'est très rassurant. On est à 14,4% de mémoire du budget des 20% des Français les plus riches qui va à l'alimentation. Donc c'est 14,4 d'un bon salaire. Donc ça, c'est rassurant pour toutes les démarches qui sont engagées. Par contre, vous avez toute une partie de la population pour lesquelles, finalement, l'alimentation est devenue une variable d'ajustement du budget, pour lequel le coût de l'immobilier, enfin tout qui arrive, fait que les gens n'ont plus du tout de latitude. Et en fait, ce qu'il faut espérer dans l'équation que nous avons, c'est pas les Burkinabés, hein. On est rendu quand même à exporter du lait en poudre dans lequel on enlève la matière grasse animale pour la remplacer par de l'huile de palme.
70% des importations de produits laitiers au Sénégal, c'est ça comme produit. Donc on est vraiment sur un sujet où l'économie domine complètement. Mais ce que je veux dire, la pointe d'espoir, c'est que les Français qui ont un peu de pognon, ils veulent bien encore dépenser pour leur bouffe. Et là, la question qui va être posée, c'est quels produits ils veulent acheter avec l'argent qu'ils dépensent. Est-ce que c'est du bio? La réponse est... Alors là, on peut répondre, c'est non en ce moment, puisque même dans les populations riches, il y a un décrochage très fort. Mais il y a un décrochage même dans les populations qui commencent à avoir un peu d'argent sur le bio. Pas uniquement les pauvres qui ont arrêté. Donc voilà, il y a de l'espoir. Il faut qu'on ait vraiment un peu de croissance économique en France, hein, si on veut tirer tout ça vers le haut. Parfait. Je vous propose qu'on s'arrête sur cette réponse. Remercier l'ensemble des intervenants de la matinée, qui a été riche et instructive.